Ça, c'est moi, ça. Je sais pas si c'est de la versatilité, si c'est de l'adaptabilité ou si c'est juste que j'embrasse mon changement à chaque instant et que, ce changement, fait corps avec moi. Donc je me présente jamais de la même manière. Mais j'aime quand même me dire parce qu'il y a des choses qui restent tout le temps, tu vois? Les mots sont juste, des étiquettes, mais il y a des choses qui restent. Et ce qui reste, c'est la création de liens. Le lien entre, soi et soi, entre le corps et l'esprit, puis le lien à l'autre aussi, vu que j'ai toujours créé des communautés. Donc rassembler, fédérer, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis, je me définis quand même comme, thérapeute. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Fanny Ricard. Bonjour Fanny. Bonjour Katia. Alors, je t'ai connue par le biais de Nico, d'Oser by Nico. Je me souviens avoir fortement apprécié ta manière de t'exprimer, d'appréhender le monde, de le penser, de le mettre en mots et de mener tes conversations. Et j'ai aussi adoré ta voix. Merci. Et puis, il y a une succession de coïncidences ces derniers temps ou de synchronicité au choix. Je le dis souvent, mais encore une fois, c'est la magie de la vie. Donc, tu as interviewé Victor Maurice, que je connais un petit peu, et puis Loïc Gernaud, mon acolyte de podcast, et qui t'a lui aussi, je crois, interviewé. Vous vous êtes auto-interviewé. Voilà. Exactement. Le milieu du podcast et comment dire, il y a une espèce de microcosme. Pour te présenter en quelques mots, mais tu nous en diras bien plus ensuite. Donc, tu es thérapeute de l'âme et du corps et tu aimes bien te définir comme une révélatrice de beauté intérieure. À travers ton approche holistique, tu guides celles et ceux que tu accompagnes à se reconnecter donc avec leur essence profonde, là où réside leur force et leur lumière. Mais tu ne t'arrêtes pas là parce que tu es aussi la créatrice du podcast Conversations au cœur des hommes, un espace unique où tu offres la parole aux hommes pour explorer leur vulnérabilité, leurs émotions et leurs récits intimes. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ton univers, découvrir ce qui t'anime et comprendre comment tu conjugues harmonieusement soin, introspection et dialogue. Fanny, bonsoir, puisqu'en fait, on est le soir. Bienvenue à toi, merci d'être avec nous. Comment vas-tu? Eh bien, en premier, merci. Merci, Katia, pour, ton invitation et puis merci pour cette belle présentation. Ça fait toujours bizarre d'être présentée par quelqu'un parce que, la sensation, tu sais, quand tu fais plein de choses, que c'est pas forcément compréhensible, que, peut-être que les gens captent pas ce que je fais et je trouve que tu l'as divinement bien résumé, donc merci pour ça et je me sens très bien. Je vais très bien, je me sens apaisée, un petit peu fatiguée. Je me suis réveillée très tôt ce matin, mais je suis ravie de te retrouver ce soir. Alors justement, comment tu te présentes aux autres pour qu'ils arrivent à comprendre ce que tu fais? Bah, tu sais, la première chose que j'aime bien dire, c'est que je me présente jamais de la même manière. Ça, c'est moi, ça. Je sais pas si c'est de la versatilité, si c'est de l'adaptabilité ou si c'est juste que j'embrasse mon changement à chaque instant et que, ce changement, fait corps avec moi. Donc je me présente jamais de la même manière. Mais j'aime quand même me dire parce qu'il y a des choses qui restent tout le temps, tu vois? Les mots sont juste, des étiquettes, mais il y a des choses qui restent. Et ce qui reste, c'est la création de liens.
le lien entre soi et soi, entre le corps et l'esprit, puis le lien à l'autre aussi, vu que j'ai toujours créé des communautés. Donc rassembler, fédérer, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis, je me définis quand même comme, thérapeute. En fonction de qui j'ai en face de moi, je vais parler d'âme, mais ça dépend. Souvent, je dis que je suis thérapeute, masseuse, dans l'énergie, que j'ai un podcast et que je suis artiste. Voilà ce que je dis. Et on comprend bien ce que tu fais quand tu dis ça. Oui, On comprend que tu as plusieurs cordes à ton arc et que tu adaptes aussi peut-être en fonction, le soin, en fonction de la personne que tu as en face de toi. c'est ça. Et en fait, Mmh. l'idée pour moi, ça reste de rassembler toutes les facettes de mon être. Mais comme je peux pas arriver à me présenter, enfin, en tout cas, dans ma croyance, je peux pas arriver à me présenter sous toutes les casquettes parce que ça fait trop d'informations et l'humain en face, il est pas forcément capable de tout intégrer. Ça fait beaucoup de choses. Qu'en général, je choisis, ouais, 2-3 mots-clés. Et puis, si la personne, elle est censée être intéressée par moi ou ce que je vais proposer, bah, je la laisse venir à moi et je Elle va l'emmène poser dans ma galaxie. Elle va te poser des questions. En général, oui, mais tu sais qu'il y a des personnes, moi, j'aimais bien dire, pendant tout un temps, donc je disais: «Je suis révélatrice de beauté intérieure» parce que je continue à l'exprimer enfin ce titre parce que je trouve que ça parle bien et à la fois c'est un peu mystérieux, tu vois? Et il y a ce truc, bah, il y a des personnes qui posent pas la question et ça m'emmène direct sur, c'est rigolo ce truc de, «Il faut savoir». Il y a des gens qui savent pas dire qu'ils savent pas et donc ils vont se dire: «Ouh là là, révélatrice de beauté intérieure, je connais pas, j'ose pas poser la question» et donc je dis: «Ah OK, d'accord». Moi, quelqu'un me dit révélatrice de beauté intérieure, je te dis: «Bah, concrètement, tu fais quoi? Ou qu'est-ce que tu apportes? Ou c'est quoi pour toi la beauté intérieure? Ou comment tu fais ça?» tu vois? Bah, ça tombe bien, c'était une des questions que j'avais posées. Comme je En t'ai fait, dit, moi, je lis pas les questions. oui, en fait, celui que tu as en face de toi et qui ne réagit pas, peut-être fait semblant de comprendre ce que tu fais et qui tu es, mais en fait, bah, comme tu dis, peut-être il n'ose pas te poser la question. C'est quoi pour toi la beauté intérieure? Parce que moi, c'est une de mes questions. Mmh. Pour moi, la beauté intérieure, c'est, tu sais, parfois on dit d'une personne qu'elle a du charme ou qu'elle a une aura et ou qu'elle est lumineuse. Bah, pour moi, c'est ça la beauté intérieure. C'est ce qui est à l'intérieur et qui vient se refléter à l'extérieur, mais qui a rien à voir presque avec des critères d'harmonie physique. Et donc, on parlait en off, de voilà, de fluctuations corporelles. Bah, en fait, ça pour moi, ça n'a aucun impact sur la beauté intérieure. La C'est beauté in joliment dit, Bah oui, la beauté fluctuation intérieure, corporelle. elle est, bah oui, tu vois, c'est joli comme ça, on sait pas de qui on parle et on sait pas de quoi on parle, c'est très bien. Mais la beauté intérieure, pour moi, c'est ça émane de toi, tu vois? Et c'est ce qui fait aussi que quelqu'un à 80 ans, on va le trouver, beau ou belle, parce que justement, c'est, ce qu'il aura cultivé tout au long de sa vie, qui sera comme un diamant et que on va venir mettre à l'extérieur. Donc ça sous-entend de se connaître, se rassembler et venir passer en lumière toutes les zones d'ombre. Parce que plus on est lumineux et plus on a travaillé sur ces parts d'ombre. Pas pour les évincer, mais juste pour les transformer, quoi. Et tu es donc révélatrice de beauté intérieure. Concrètement, tu fais ça comment? Ouais, bah, je le fais donc, ce que je dis souvent, c'est que je le fais à travers la voix, le massage et l'art. Et donc à travers la voix, bah, j'ai compris au fur et à mesure du temps que la voix, pour moi, c'est la voix de l'âme. La voix a une vibration, la vibration guérit. Moi, il y a des gens qui écoutent mes podcasts pour s'endormir, par exemple. Et je me dis: «OK, donc il y a le timbre de la voix, la façon de poser la voix qui vient apaiser directement». Donc même si je suis pas en thérapie avec toi, le fait de c'est un tu général, le fait de te parler, le fait de transmettre un message, il y a quelque chose vibratoirement parlant qui va se passer. Donc dans la voix, je vais avoir à la fois tout le contenu que je propose, donc ça peut être podcast, vidéo, création de contenu, mais ça va être aussi tout ce qui est accompagnement psychosomatique avec des séances que je fais en visio à distance. À travers le massage, là, je vais venir intégrer, bah, la notion de toucher, la notion de corps. Moi qui étais longtemps, déconnectée de mon corps, c'est un beau retour à moi et du coup, ça permet aussi à des gens qui sont beaucoup dans leur tête de venir descendre dans ce corps, dans cette enveloppe corporelle qui est le berceau de, à la fois toute notre énergie, notre potentiel et à la fois toutes nos blessures, nos traumas
Et donc l'idée de faire, justement le lien entre le corps et l'esprit à travers le massage, c'est un massage énergétique et l'idée c'est de venir, revenir à l'essentiel, revenir à son centre et puis à travers l'art parce que je suis, illustratrice, je dessine, je peins, je suis autrice et puis, je sais pas, je pense qu'il y a plein d'autres formes d'art que j'ai pas encore développées. Créatrice de podcast, oui, c'est vrai que tu as une multitude de casquettes. On pourrait dire que tu es une slasheuse, je déteste ce terme. Ouais, mais carrément. Mais tu sais qu'il y a 10 ans, parce que bon, voilà, mais il y a 10 ans, c'est comme ça vraiment qu'on appelait les gens comme moi, parce qu'on savait pas où nous mettre et on Mmh, disait: «Ah, c'est une slasheuse». Moi, je m'étais dit: «Ah, je vais devenir une slasheuse, c'est trop bien ça pour moi». En fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu tous slasher, clairement, mmh. mais c'est vrai que je suis une multipotentielle, que j'assume ça a pas toujours été facile de l'assumer, parce qu'on vit dans un monde où on nous demande de choisir, en permanence et moi, j'ai fait le choix de pas choisir. Mmh mh. Donc j'ai quand même fait un Oui. choix, tu vu? En même temps, slasheuse, on comprend encore moins ce que ça veut dire. Moi, je l'ai découvert, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai débarqué sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Mais ça recouvre quoi? Je n'avais jamais entendu, Et puis c'est pas très joli parce qu'en fait, mmh, tu sais, c'est mis entre des barres obliques et du coup, slash tadada, slash tadada et tu sais ce que ça vient créer? Ça vient créer de la séparation et c'est pour ça que moi, j'ai eu mis autant de temps, je pense, à me rassembler. C'est que si je pars du principe que je suis slasheuse, ça veut dire que chacun de mes mondes est séparé par une barre oblique et moi, aujourd'hui, je suis un cercle et donc je suis plus slasheuse, je suis Fanny et Fanny, bah, c'est plein de choses comme les rayons d'un soleil ou comme, des pétales d'une fleur, mais c'est plus des barres obliques qui viennent opposer et surtout, segmentariser chaque chose, quoi. sans qu'il y ait de lien entre chaque. Exactement. Mmh. Le lien, c'est de l'espace, en plus, c'est bizarre, enfin, tu vois, vraiment visuellement, ça me plaît pas du tout cette notion de mot, espace, slash, espace, mot, tu vois? Ça me convient pas. Ouais, j'avais pas poussé l'analyse, jusque-là, mais il y a quelque chose de très morcelé, effectivement, Ouais, ouais. ouais et puis linéaire. À la fois, il y a pas de fin et à la fois, il y a pas de retour au début. Et du coup, qui es-tu, quoi? Enfin, tu es juste 3 petits points, voilà. On a manqué aussi d'ajouter à la longue liste organisatrice d'événements, fédératrice. La liste est longue et encore là, on Ouais, est que c'est sur le trop long. plan professionnel parce que Mmh tu es mh. bien plus que tout ça. Oui. Tu n'as pas toujours été dans la thérapie et l'accompagnement de l'autre. Tu nous racontes, on remonte un petit peu le fil de l'histoire. Ouais, clairement. Alors moi, j'ai envie de faire carrément un saut dans le temps et de revenir au collège où je voulais être esthéticienne et je pense que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, quand je dis révélatrice de beauté intérieure, le mot est volontairement choisi parce que voilà, je voulais commencer par la beauté extérieure, moi, tu vois, quand j'étais petite et en fait, comme j'étais très bonne élève, à l'époque, je suis une enfant des années 80 donc clairement, quand tu étais douée à l'école, bah, on voulait que tu fasses des grandes études et ça sous-entendait souvent une filière scientifique et puis un bac+5 parce que c'était la voie royale, ce qui est plus le cas aujourd'hui honnêtement. Donc je suis partie en filière scientifique alors que j'ai clairement un profil littéraire et artistique. Ça s'est, bof bien passé. En gros, mon objectif c'était d'avoir mon bac, que j'ai eu avec mention, mais d'avoir mon bac pour revenir à mes premières amours qui sont les langues vivantes. Et donc, je suis partie en licence langue étrangère appliquée, puis en école de commerce. Et c'est là que j'ai été forcée, parce que c'est pour ça que j'ai choisi cette école, à vivre à l'étranger. Et j'en parle parce que c'est là que le voyage, moi, est né. C'est pas, ça m'a pas été transmis par ma famille du tout. Je suis pas issue d'une famille de voyageurs ni d'entrepreneurs. Et je suis tombée amoureuse du voyage. J'avais 20 ans. C'est la première fois que j'allais vraiment quitter le nid familial et qui plus est à l'étranger et ça m'a mis un pied dans ça et quand tu commences à mettre le pied dans le voyage, bah, moi naturellement j'ai cherché un métier qui pouvait me permettre de voyager. J'ai eu la chance d'en trouver un. Vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 10 ans en gravissant les échelons, mais voilà. J'ai travaillé dans un bureau de tendance pour la grande distribution et j'organisais des voyages d'inspiration pour de hauts dirigeants. Je voyageais 12 fois par an, je rencontrais des gens incroyables, mais qui dit 12 voyages par an, dit beaucoup de décalage horaire, dit parfois 70 heures de travail semaine. J'atterrissais le matin de Tokyo, puis le lendemain, j'étais au bureau. Enfin, c'était ça, plus la pression, plus la responsabilité d'une équipe, plus bras droit de la DG, plus toutes mes idées. Ça faisait vraiment beaucoup, donc la vie m'a fait faire un premier burn-out. J'avais 30 ans, en 2015 et je me souviens avoir voulu tout quitter. Vraiment me dire, «C'est bon,
je quitte tout, j'en ai marre. Sauf que si j'étais partie là, ça aurait été affreux. Je serais partie avec une perte totale de confiance en moi, avec ce côté déjà dans mon métier, je faisais plein de choses et donc déjà en étant salariée, personne ne comprenait ce que je faisais. Bon, mes clients si, mais pas ma famille, personne ne comprenait et je faisais à la fois de la veille concurrentielle, de la prospection commerciale, mais j'étais tour leader et de la logistique, enfin du rédactionnel et j'étais traductrice. Enfin, franchement, je touchais à tout, mais moi j'adorais quoi. Sauf que sur le marché du travail, comment valoriser ça, tu vois? C'était très compliqué. Et donc on a réaménagé mon emploi du temps, le temps que je me remette en selle et puis en parallèle, j'ai monté un projet personnel qui s'appelle Les Exploratrices, qui est la première communauté féminine passionnée par le voyage. Et donc le voyage est venu se superposer au voyage, mais cette fois avec une notion de cœur. Pas le voyage qui devait me rapporter de l'argent, mais plutôt celui qui venait m'ouvrir le cœur. En 2017, j'ai refait un burn-out et là, je me suis dit: «Bon allez, stop, on arrête». 10 ans plus tôt, je voulais entreprendre, mais j'avais pas le courage, je pense, j'étais pas prête. Et je me suis dit: «Bah, je vais pas partir comme ça, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je sache un peu, qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux et cetera». Donc j'ai eu un coach qui m'a beaucoup aidée, me posait beaucoup de questions sur moi et à venir rassembler tout ce que j'aimais faire, tout ce que je savais faire, tout ce qu'on disait de moi. Du coup, j'ai tout quitté en 2018 et j'ai commencé à me lancer à mon compte. Donc ça fait 6 ans. Et au fur et à mesure et en 6 ans, j'ai eu l'impression d'avoir eu 1000 vies, quoi. J'ai commencé par, des événements où vraiment où je rassemblais les gens et je permettais de révéler leur potentiel et de se reconnecter à eux-mêmes et entre eux. Et donc il y a des amitiés, toujours aujourd'hui, j'ai toujours des échos de ces événements, de ces voyages qui sont nés. Et puis il y a eu Covid, donc ça m'a demandé de switcher, et c'est là que j'ai commencé à me former au coaching vraiment individuel. Avant, je faisais que du groupe. Et je me suis dit: «OK, je vais faire de l'individuel et je vais m'armer pour ça». Parce que moi, j'avais très peur de mal faire. Je voulais vraiment avoir une posture juste et je considérais que si j'étais en one-one, les gens allaient encore plus s'ouvrir à moi et si je faisais remonter des traumas, comment est-ce que j'allais gérer ça? Et comment est-ce que j'allais avoir aussi la posture juste? Pas celle de la sauveuse ou de la solutionneuse, mais vraiment celle de la personne qui veut se mettre sur, le même niveau que toi et t'accompagner, te guider, te rassurer parfois, te tirer d'autres fois et parfois te dire ta vérité aussi quand il y a besoin. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir intégrer de la thérapie individuelle, de la numérologie, de la programmation neurolinguistique, puis du massage. Tu n'as plus arrêté depuis. Ouais, c'est ça, je continue toujours et Mmh. ça m'anime en fait. Alors je comprends mieux ton appétence alors pour les nombres, parce que tu y es intéressée par la numérologie. Est-ce que tu sais s'il y a eu des années charnières, quand tu parles de 2015, moi je connais beaucoup de monde qui ont fait des burn-out en 2015. Tu parles de 2017, j'ai parlé du mien en 2017. Est-ce qu'il y a des années comme ça qui ont été, particulièrement marquantes pour un grand nombre d'entre nous? Je sais pas comment Mmh. j'ai cette sensation, ou alors c'est un biais que j'ai. Non, non, c'est tout à fait juste. En fait, en numérologie, tu as l'année universelle, donc celle qui va être commune à tout le monde et puis après tu as ton année personnelle et c'est ce qui rend la tâche pas forcément facile, c'est que on peut, on est à la fois impacté par l'année universelle, mais on est à la fois bien sûr impacté par sa vibration personnelle et parfois c'est antinomique. Par exemple, je vais te donner juste un exemple et après je reviendrai sur 2015 et tout. Moi, l'année prochaine, je vais entrer en année personnelle 1, ça veut dire que je démarre un nouveau cycle, là où le monde, dans l'univers, en ferme un. Ça va être une année 9 universelle, de manière universelle et ça Bah, sous-entend que à mmh. la fois, je vais être sur du 1 en personnel et vibrer à la fréquence du monde sur des clôtures de cycle. C'est pas facile de pas être, en fait, raccord avec l'univers. Mais ça veut juste dire que j'ai un temps d'avance. C'est ça que ça veut dire. Je crois que je suis comme toi, je suis câblée comme toi, j'ai terminé mon cycle, mon anniversaire était au mois de novembre, j'ai terminé mon cycle et quand je te raconte un peu mon parcours et ces dernières semaines, ce qui se passe pour moi, ça c'est vrai que donc on est en décalage. Ouais. Je ne suis pas surprise pour ma part. Mais pour revenir à 2015, qui porte la même vibration que 2024, donc cette année, ce sont des années dures parce que c'est des années 8. C'est des années à un niveau, en fait, c'est des années de transformation. Le 8, c'est le chiffre, de la puissance, de l'abondance, mais de l'alchimie, des luttes de pouvoir et on voit ce qui se passe dans le monde. Mmh.
Et en fait, quand tu as une énergie comme ça de 8 qui vient en gros tout transformer sur son passage, c'est soit tu es en résistance, et si tu es en résistance, ça se passe pas très bien pour toi parce que il y a beaucoup de nœuds, ça vient créer beaucoup de nœuds, beaucoup de contractions. Si par contre tu es dans l'acceptation, la transformation, de lâcher prise, de laisser partir et de transformer, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est des années pas faciles. Et l'année prochaine, 2025, de manière universelle, c'est une année de clôture de cycle. Donc c'est une année où globalement, ça va un peu ralentir par rapport à cette année qui était dure. On est sur une année qui va être un peu plus douce, mais on est sur une année qui nous invite à faire un bilan des 9 années passées. Donc, c'est challengeant. Une année plus douce? J'ai plutôt tendance, enfin, j'ai tendance à entendre que ce sera une année encore plus difficile que ce qu'on a vécu jusque-là. Et que c'est comme si on rentrait un peu plus dans le dur, mais peut-être que c'est fonction des individualités, voilà. Alors, peut-être, disons que toutes les personnes qui vont avoir du mal sur les clôtures de cycle, sur le fait de lâcher ce qui ne convient plus, ça va être très dur pour eux. Ça va être très dur parce que tout va être invité à faire du tri. Et ensuite, une année 9, on vient en résonance avec aussi il y a beaucoup de spiritualité sur le 9, un peu comme les années 7, donc du coup comme l'année 2023. Il y a beaucoup de spiritualité et donc ça sous-entend une connexion à d'autres mondes. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de choses dans l'invisible qui vont venir travailler. Mais quand je dis plus doux, c'est dans le sens où on est en train de préparer, tu vois. Globalement, les années, c'est 1 sur 2. En doux, dur, doux, dur, doux, dur. Voilà. Mais faut être préparé quand même. Ça va pas, oui, ça va pas être simple non plus. Les clôtures de cycle, on sait ce que ça veut dire. Ça veut peut-être aussi dire beaucoup de ruptures, beaucoup de séparations, beaucoup de pertes. C'est possible, tu vois. Peut-être beaucoup de décès aussi. Et oui, parce que alors je comprends peut-être mieux. J'avais aussi en tête que tout irait beaucoup mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout irait beaucoup mieux à partir de 2026? Mais ça correspond alors à cette histoire de chiffres, enfin de numérologie, fin Ouais, de cycle et on repart sur un nouveau cycle. c'est D'accord. ça. Ouais, c'est ça. Mais pareil, un nouveau cycle, ça dépend de ses bases, Mmh. tu vois. Si on entre dans une nouvelle ère avec des bases pourries, et franchement, le monde dans lequel on vit, moi, ça me questionne. Tu te dis: «OK, génial, on enchaîne un nouveau cycle, mais il faut regarder les bases, quoi». Et les bases, elles sont, du coup, ça Pour re ça demande nécessairement d'être, bien, en fait, bien dans son centre, quoi, tu vois? Alors qu'est-ce que De ça vraiment veut dire d'être bien dans son sein? ouais, alors, pour moi, être, dans son centre, c'est dans son cœur. Pour moi, le centre, c'est le cœur. Le centre, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi une forme de balance, c'est une forme de comment est-ce que je me situe au sein de ce monde binaire qui vient tout le temps tout opposer entre le bien et le mal, le blanc et le noir, le 0 et le 100, la peur et l'amour. Comment est-ce que je me situe dans tout ça, tu vois, dans ces fluctuations? Et donc, être dans son centre, c'est accepter que tout bouge autour de toi et en toi, mais que ça ne doit pas te chahuter, complètement te faire perdre pied parce que ça s'arrêtera jamais de toute façon. À chaque fois qu'on vient figer une situation en se disant: «Ah génial, là je suis bien», moi je sais que je me prépare déjà à c'est quoi la prochaine vague parce que ça ne peut pas rester. Il y a rien qui peut se figer et plus tu viens figer, plus tu viens contracter, tu te rigidifies, donc tu es moins flexible à tous les aléas de la vie et donc là ce qu'on nous demande à mon sens, c'est de venir mettre tous nos assets, en fait, tout ce qui vient renforcer la sécurité, de venir le mettre à l'intérieur de soi pour se préparer à être solide à l'intérieur, comme le bambou, et flexible à l'extérieur. Et du coup, quand il y aura des fluctuations extérieures, plus ou moins graves et plus ou moins importantes, de réussir à avoir à l'intérieur de soi comme un petit cocon, quelque chose qui vient nous faire du bien, parce que si on attend de l'extérieur, on est mort. Et je le dis Mmh. comme je le pense. Et c'est vrai à la plus petite échelle, c'est vrai à la plus grande échelle. Si on attend que notre partenaire vienne nous faire du bien, si on attend que nos parents, que nos enfants, que nos amis, que notre travail, que notre président de la République ou que notre monde nous fasse du bien, en fait, on a perdu le combat. On va courir après quelque chose de très frustrant, de très triste. Et c'est dans ces moments-là, et j'en fais partie, dans ces moments-là où parfois j'ai plus envie d'être dans ce monde. Et ça n'est pas, dire ce genre de choses, ça veut pas dire avoir des pensées suicidaires et passer à l'acte. Ça veut juste dire se rendre compte à quel point
on est en déconnexion avec ce qui devrait être, on est à contresens de ce vers quoi la société nous emmène, et c'est normal en fait de pouvoir se dire c'est trop lourd. Là, j'en veux plus en fait. C'est trop lourd, ça va pas dans le bon sens, je vois pas d'espoir. Et puis du coup de s'autoriser à l'exprimer, c'est aussi se permettre de OK, mais maintenant je fais quoi? Tu Mmh. vois? Comment est-ce que je reviens? Comment est-ce que je viens cultiver quelque chose? Et puis cultiver, ça va te parler, à l'intérieur de moi pour justement me sentir, plus en paix. Comment est-ce que tu fais, toi, justement, dans ces moments de désespoir? Que je me reconnais tellement dans ce que tu es en train de décrire. On en a parlé juste avant pour faire un petit peu aussi le contexte, ce sentiment de dire: «Je ne me reconnais pas du tout dans ce monde et je quitterai ce monde, je m'en fiche». Moi, c'est exactement ça que je t'ai exprimé, avoir ressenti il y a 6 mois, c'était avant l'été. Effectivement, avec, une période, on va dire, d'anxiété, de dépression, qui n'est plus parce que tu parlais de cultiver. Je suis Ouais. effectivement au contact de la nature et de la terre parce que je suis dans le maraîchage en ce moment. La vie à l'extérieur est tout autant chahutante Bien sûr. et difficile et je ne me reconnais toujours pas dans ce monde extérieur. Mais il n'empêche qu'effectivement, je retrouve cet état d'apaisement que tu décris et c'est comment on peut avoir accès ou retrouver cet état de quiétude, alors c'est fragile, hein, Ouais. il y a pas grand-chose qui peut nous faire vaciller, mais comment est-ce qu'on peut effectivement arriver à se reconnecter à l'intérieur de soi? Comment est-ce que toi tu fais, par exemple? Bah, moi, sur des choses, extrêmement concrètes, ça fait des années que j'ai plus de télé et que je regarde pas les infos. Et ça vraiment c'était impossible et impensable dans mon ancien métier, toujours au contact de dirigeants, donc je lisais le journal tous les matins, j'étais obligée à minima de me tenir informée. Quand j'ai quitté, le salariat, c'était aussi pour me dépolluer la tête. Parce que je considère qu'aujourd'hui, je suis parfaitement au courant des choses importantes qui se passent dans le monde. Par contre, je décide que l'information ne va pas rentrer en moi si je ne l'y autorise pas. Parce que ça c'est, comment dire? Aujourd'hui, je me pose toujours la question: «Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que mon état émotionnel est mieux avant ou après?» Et déjà, j'inviterais chaque personne à se poser la question. Est-ce que quand je vois cette personne, je me sens rechargée d'énergie ou je me sens privée d'énergie, enfin, ou j'ai moins d'énergie? Est-ce que, quand je suis, dans la ville ou quand je suis dans mon bureau, comment est-ce que je me sens? Et tu vois, c'est vraiment de revenir mettre de la conscience sur chaque chose. Donc je dirais en premier, avant même de trouver sa recette, c'est faire un état des lieux. Tu fais un audit de tout ce qui te prend de l'énergie, et il y en a beaucoup qui nous en prend, et tout ce qui te fait du bien. Et l'idée, c'est de réduire ce qui te coûte de l'énergie, ce qui fait que tu perds ton énergie, et d'augmenter ce qui te fait du bien. Mais pour chaque personne, ça va être très personnel. Moi, personnellement, la nature me fait du bien. La mer me fait du bien. Des discussions avec des amis, des gens que j'aime me fait du bien. Dessiner me fait du bien. Écrire me fait du bien. Dessiner, faire un dessin ou Ouais. aller au cinéma? Ah non, faire un dessin, dessiner. Ah oui, ah pardon, j'avais même pas entendu Comme dans je la t'ai vu faire sonorité. quelques publications sur des films que tu as vus pas au cinéma, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors non, dessiner, faire un dessin ou de la peinture, peu importe. Danser me fait du bien. Écouter de la musique me fait du bien. Tu vois, c'est plein de petites choses, et dans ce que je t'ai cité, pas grand-chose qui coûte. Tu vois, c'est plutôt gratuit. Après, quand on vient commencer à poser de l'argent, une valeur financière, voyager me fait beaucoup de bien, énormément de bien. Vraiment quand, mon premier réflexe en général quand je suis pas bien, c'est ça pop dans ma tête. Alors je le fais pas tout le temps, et parce que je peux pas toujours partir, mais ça pop dans ma tête de: «Faut que je parte», et avant je croyais que c'était parce que je prenais la fuite. c'est Aujourd'hui ce je que j'allais sais te que demander. Mmh. maintenant en fait, aujourd'hui je sais que c'est parce que ça me fait du bien. On m'a tellement, fait douter sur ça, que: «Est-ce que tu pars parce que tu fuis?» Et en fait, aujourd'hui, non, je fuis pas. Je suis pas en train de fuir. Par contre, je suis en train d'aller chercher ce qui me fait du bien. Et ça, je faisais pas la différence entre les projections des gens qui, eux, n'avaient peut-être pas trouvé leur recette, et moi, c'était ma recette évidente, et on est venu me la questionner jusqu'à ce que je me dise: «Ah, peut-être que je fuis en effet». Aujourd'hui, je te dis que non, je ne fuis pas, je le sais. Ce sont des actions concrètes qu'on est tous en capacité de mettre, en œuvre. Mmh. Clairement, et vraiment chacun les siennes, parce que en effet, et je te rejoins, j'aime beaucoup regarder Netflix. Mais par exemple Netflix, je vais vachement choisir ce que je vais regarder.
je vais aller choisir des histoires qui touchent à l'amour et les relations parce que c'est mon domaine de prédilection, j'adore ça et j'ai envie de des fois, j'ai envie d'un truc un peu cheesy, quoi, tu vois? Et j'adore et je suis complètement au clair avec ça. Et c'est pas parce que je suis un bisounours, c'est parce que le monde est rempli de trucs qui font pas de bien et que je me dis: «Bah, est-ce que moi, si je fais aussi partie de ces gens qui font pas de bien, vu ce que je transmets et l'énergie que je transmets, bah, je pense que j'ai une forme de responsabilité». En vrai, on l'a tous, hein, parce que la boulangère, quand elle est pas bien, je peux te dire que dans sa boulangerie, moi, je le ressens, je rentre dans la boulangerie, c'est pas la même vibe. Tu peux être sûr que sa tradition, elle aura pas le même goût. Et bah, je pense qu'on a tous cette responsabilité-là de se dire, Mmh. «Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle?» Il y a pas besoin d'avoir des milliers de followers sur Instagram, hein, clairement pas. Juste, c'est quoi l'énergie que je dégage quand je monte dans un métro? Moi, j'adore observer les gens sur Paris et je me dis des fois, je dois vraiment passer pour, Hem, une hurluberlue parce que vraiment j'observe, je regarde et des fois j'ai un petit rictus, tu vois? Genre je souris puis j'essaye de regarder les gens, tu sais, de pas forcément fuir les regards et tout, d'essayer de considérer parce que de toute façon on est proches donc tu sais, il y a un moment, on peut Mmh. pas faire comme s'il y avait personne à côté de soi et ça, ça me fait du bien aussi de me dire que j'ai une part de responsabilité et que je peux œuvrer pour, ce qui me fait du bien et ce qui me fait du bien autour de moi. Tu parlais par exemple que tu n'avais plus de télévision parce que tu fais le choix de pas te laisser polluer par toutes les nouvelles, anxiogènes et négatives qui sont diffusées. Ça me fait penser aussi dans les relations. Ça peut être difficile de ne pas polluer l'autre avec ses propres états émotionnels. Ouais, Enfin, facilement, on peut venir à s'épancher sur, voilà, les problèmes de la maison, bien sûr. les plaintes récurrentes, le sentiment de victimisation et cetera, d'injustice. Et oui, c'est très difficile même soit de se comment dire? Je vais dire de se contrôler, mais de pas polluer l'autre avec ça et de pas se laisser polluer par les autres. C'est difficile aussi de pas laisser la place à ça. J'ai l'impression d'y être beaucoup plus sensible. L'humour peut être une bonne alternative pour couper court des fois, Ouais, c'est clair. mais tu parles d'énergie, c'est ça en fait. C'est Ouais, comment ne pas se laisser vampiriser ou vampiriser les autres aussi par des énergies négatives. Ouais. bien sûr. Mmh. Et là, j'aimerais quand même juste préciser que c'est rare les gens qui le font de manière consciente, hein. Tu Mmh. vois? Juste pour, dédramatiser parce que on voit passer, enfin, tellement de trucs sur les réseaux sociaux et des fois, je suis un peu effarée parce que c'est trop tout blanc ou tout noir et donc, tu sais, on vient tout de suite parler des vampires énergétiques, de tout ça, mais en fait, souvent, les gens sont même pas conscients de ce qu'ils font et donc, c'est à nouveau tomber dans un cercle vicieux que de se dire: «C'est de sa faute à lui ou à elle». Bah, en fait, c'est aussi de ta faute parce que toi, tu es pour eux, tu vois? Mmh. Et c'est Mmh. donc on en revient à la responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour, m'assurer que ma coquille, on va dire, énergétique, donc mon aura, ne soit pas poreuse et qu'on vienne pas, pomper dans mon énergie et à la fois que je vienne pas pomper dans celle des autres pour me recharger, c'est pas très sain et à la fois dans ce que tu partageais, tu disais, c'est vrai que dans le domaine relationnel de pas forcément, tu vois, déposer les choses et venir un peu polluer l'autre d'une certaine manière. À la fois, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des espaces où on peut déposer ça. Mais une fois encore, c'est faut pas que ce soit de manière automatique et inconsciente. C'est vraiment conscientiser le fait que là, je vais pas bien, je me sens pas bien. En gros, est-ce que en face, toi, tu es capable de recevoir ça? Oui, non. Si t'es pas capable, il faut accepter le non. Et si la personne en face est capable, bah OK, bah j'aimerais déverser ça. Et quand tu déverses pas sur l'autre, tu déverses au milieu. Mais pour ça, il faut que la personne, elle soit en capacité de recevoir. Sinon, hem, si la personne par amour te dit juste: «Oui, oui, bien sûr, je suis prête à recevoir» et qu'en fait après elle est 6 pieds sous terre, bah vous allez juste vous renvoyer vos poubelles et ça sert à rien. Enfin derrière, c'est très vicieux, quoi. On parlait de beauté intérieure de tes clients. Comment tu t'es connectée à la tienne? Ah! Alors, moi je dirais qu'il y a eu énormément d'étapes. La première et comme je mentionnais tout à l'heure, j'ai longtemps été moi déconnectée de mon corps. Quand je dis ça, c'est pas, je le voyais, je l'aimais, c'est pas le souci, mais je le ressentais pas, tu vois? Et j'avais l'impression de le ressentir à travers les autres. Donc dans la beauté intérieure, il y a aussi le corps, le rapport au corps. Et moi, j'ai développé ma beauté intérieure à la base grâce à mes relations amoureuses. Il y a vraiment quelque chose qui m'a,
qui m'a nourrie et que ensuite, par contre, j'ai décidé de cultiver par moi-même et de développer et d'expandre. Mais c'est vraiment des relations amoureuses saines que j'ai pu avoir par le passé qui m'ont montré, comme j'étais belle de manière, globale, en fait. Et moi, là où j'avais tendance à regarder les petites choses qui me convenaient pas, j'allais focaliser sur ce qui me convenait pas, extérieur et intérieur. Du coup, je voyais pas qui j'étais. Et c'est dans le regard d'amour de mon partenaire à l'époque que j'ai commencé à me voir tel que lui me voyait. Et il me mettait pas sur un piédestal, juste il me renvoyait les choses que moi je ne voyais pas. Et pourquoi je les voyais pas? Parce que dans mon histoire et comment j'ai grandi, j'ai eu, une maman qui ne s'est jamais aimée, physiquement et c'est encore et toujours le cas. Jamais à l'aise dans son corps et je l'ai toujours vu comme ça. Donc si tu veux, le corps était tabou et il y a, je pense, je suis l'aînée, je pense qu'il y a un truc de faut pas que je rayonne trop parce que vu que maman se sent pas très bien dans son corps, si moi je rayonne pleinement, qu'est-ce que ça va être quoi les conséquences, tu vois, derrière? Et à la fois, je l'entendais tellement juger, critiquer et cetera, qu'il y avait ce truc de, moi, j'étais pas non plus connectée à une beauté intérieure, quoi. Et en plus, je voyais les choses chez les gens et je les voyais pas chez moi, quoi. Donc je dirais vraiment que ça a commencé par cette relation, amoureuse et que ça a continué par tout le travail que j'ai fait de venir, chercher. Genre moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'apporte et c'est quoi ma beauté intérieure? Donc en gros, c'est quoi mon unicité? Qu'est-ce que moi je peux apporter que les autres n'apportent pas? Ça veut pas dire que je fais mieux, ça veut juste dire que pour s'aimer, je crois qu'il faut être connecté à ce que l'on a d'unique. Sinon, on se compare et dès qu'on se compare, quand on tombe dans une forme de comparaison, c'est rarement, dans le positif. Alors oui, bien sûr, ça peut parfois motiver, mais de ce que je peux, observer, que ce soit des personnes autour de moi ou des personnes que j'accompagne, moi-même, le discours de comparaison, il est rarement positif. Il est plutôt pour, se flageller et souvent je dis, si on se parlait, tu vois, si on parlait à nos amis comme on se parle à nous-mêmes, on serait vachement seuls. On est très exigeants. Soyons plus doux avec nous-mêmes. C'est ça. Soyons Mmh. plus doux et dans un monde qui nous dit que quand on est trop doux, on n'est pas, assez. Donc ça, c'est aussi intéressant, tu vois? Tout ce qu'on entend depuis tellement longtemps et qui fait que, tu sais même plus comment agir, te comporter et tu peux être perdu. D'où ce retour à son centre, en fait, hein. Tu vois vraiment, qui je suis, quoi. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi Mmh. qui tu es. À quel moment est-ce que tu as compris que tu avais une sensibilité particulière pour, aider les autres ou du moins les accompagner? Moi, ma sensibilité, ça a toujours, plutôt posé problème. En tout cas, c'est ce qu'on me disait, tu vois? On me disait que j'étais trop sensible et cetera. Donc si tu veux, la notion de sensibilité, je l'ai souvent mise de côté. Mais si j'observe, je me souviens d'un truc dans le bac à sable, c'était au CP, tu vois? De moments d'injustice où je prenais la défense des autres parce qu'il y avait un petit garçon qui était pas très gentil et qui, je pense, avait des parents qui étaient pas très gentils, qui s'amusaient à piquer les goûters des autres et les jeter dans le bac à sable et du coup, plus personne pouvait manger. Enfin, je trouvais ça hallucinant et moi, je me connectais énormément à ce truc-là et je me disais: «Mais comment c'est possible d'être aussi méchant?» tu vois? Et moi, je savais pas quoi faire de tout ça. Ça venait créer de la colère, de l'injustice, mais à la fois, j'étais un enfant très doux et puis réservé. J'ai longtemps cru que j'étais timide. En fait, non, c'est que j'observe et je savais pas quoi faire de tout ça. Et puis, au collège, j'aidais, moi, les gens dans ma classe. Donc, j'étais en 6e, j'étais en 5e, j'étais première de la classe et j'aidais. C'était souvent des femmes. J'étais, celle et ceux qui voulaient, mais c'était souvent les filles qui voulaient s'en sortir quand même. Les garçons, ils étaient trop occupés à, je sais pas, à rigoler, je pense, à faire le pitre. Mais les filles qui venaient à moi, je venais les aider et je leur disais: «Tu sais quoi? Je vais pas te donner les réponses parce qu'en fait, les réponses, ça sous-entend que tu auras toujours besoin de moi». Je disais ça, j'avais 12 ans, hein. Je vais t'apprendre à comprendre les réponses et donc j'étais pas celle qui permettait de copier sur moi pendant les contrôles. J'étais celle qui allait rester 1 heure de plus ou qui allait limite aller en perm avec les autres pour leur apprendre et pour leur apprendre d'une manière différente. Ça, c'était pour moi j'en avais pas conscience, hein, mais je les reconnectais déjà à leur pouvoir personnel. J'avais déjà ce truc de l'inclusion. J'ai toujours détesté voir les gens exclus. Donc, il y avait ce truc de comment est-ce que je peux inclure. Et j'étais une première de la classe qui était pas, tu sais, au premier rang et qui calculait personne.
je faisais de la danse à côté, j'étais très sociable et puis je m'entendais très, très bien avec les derniers de la classe, tout le temps. Et j'ai toujours fait ce lien, tu vois, créatrice de liens, ce Mmh. lien entre, l'intelligence, on va dire, intellectuelle et l'intelligence relationnelle. Genre comment parce que il y a des gens qui sont très forts à l'école, mais qui sont pas du tout aptes dans la société. Et moi, je voulais pas être l'un ou l'autre. Je voulais, réussir et rayonner dans tous ces domaines-là. Donc ça a commencé là et puis après, quand j'ai managé une équipe, bah, j'ai commencé à me dire, moi, j'avais une chef qui demandait à ce que mes recrues soient des sosies de moi. Et moi, je disais: «Bah, c'est pas possible, en fait. Il faut que j'aille», et j'ai commencé comme ça parce qu'au début, moi, c'était ma mentor, donc je me disais: «Ah OK, bon, bah, très bien, tu pas très douée en commercial, on va te prendre une formation, tu vas développer et cetera». Puis au bout d'un moment et ça a correspondu à quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit: «Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas de pointer du doigt sur ce qui va pas, c'est de mettre en lumière ce qui va bien. Comme ça, on mise, pardon, sur tes qualités, tes compétences et puis oui, bon, s'il y a des lacunes, c'est trop embêtant, on pourra venir combler. Mais tu vois, on est dans un système en France où on nous montre toujours que c'est jamais assez et que c'est pas bien. Et moi, j'avais enfin, ça fait 10 ans, en fait, que j'ai ce truc inverse de se dire, sur quoi t'es doué et viens, on capitalise là-dessus parce qu'il y aura forcément dans les clients des gens qui vont apprécier ton tempérament, ta personnalité, là où peut-être que moi, la mienne, bah, ça ira mieux avec d'autres clients. Et c'est mieux ça plutôt que tu sois malheureuse. Donc, tu vois, je crois que je l'ai toujours fait, en fait, mais souvent inconsciemment. Voilà. Tu es une altruiste, née. Ouais, je crois. C'est le verso, ça. On est dans la communauté, en fait. Alors justement, tu parles de communauté, tu as dit aussi tout à l'heure que tu as créé pas mal d'événements, les exploratrices. Alors j'ai noté, tu me diras si je me suis trompée ou pas. Alors Wonder Humanity, c'était aussi un concept. Nana, Universal Prayer, enfin, tu as créé plein de concepts différents. Ouais. Tu nous dis en quelques mots tout ce que ça recouvre ou est-ce que peut-être il y a un fil conducteur à tout ça? Bah, en fait, Wonder Humanity, c'était le nom de ma société que j'ai fermée fin 2023 pour passer en auto-entreprise, enfin en micro-entreprise, je sais jamais comment on dit. Donc enfin, de toute façon, c'est une marque, c'est déposé, donc je le garderai, je le rouvrirai très certainement sous une autre forme. Mais Wonder Humanity, c'était en effet donc tout ce qui tournait autour du groupe. Donc en effet, je rassemblais sous forme de meet-up, sous forme d'atelier, sous forme de voyage. Les exploratrices, bah, il y avait cette communauté plutôt digitale et puis on faisait des meet-up. Nana, c'est un concept que j'ai créé pour les femmes uniquement parce que j'ai envie qu'on se rassemble et parce que Paris est si triste si on crée pas du vrai lien, vraiment. Et je me suis dit, je reviens à Paris par choix. Je veux faire un maximum de choses sur Paris pour venir me créer mon petit paradis. Tu vois, une fois encore, je prends les devants, je prends la responsabilité de qu'est-ce qui me fait du bien. Et du coup, c'est un concept de soirée, une fois par mois, c'est que pour les femmes. Et puis, on se retrouve dans un bar qui est tenu par 2 femmes que j'adore et que je salue au passage, le Loulabi, dans le 20e. Et en fait, je crée des choses en fonction de là où enfin, je sais pas, là où mon cœur a envie d'aller, quoi. Universal Prayer, ça fait 5 ans que je fais ça. Chaque fin d'année, je crée toujours un concept collectif, gratuit et qui vient engager la communauté et qui vient reconnecter au cœur et au corps. Parfois, c'était sous forme de challenge, sous forme de calendrier de l'Avent, sous forme d'une chaîne de lettres. Il y a eu un cahier où chacun s'écrivait une lettre d'amour et le cahier a voyagé dans 36 adresses partout en France. Et là, j'avais vraiment envie de me dire, OK, j'ai envie de dépasser les frontières de la France. J'ai envie de laisser libre cours à l'expression, donc pas forcément que écrite, ça peut être oral ou ça peut être dessiné. Et Universal Prayer, c'est de se dire, pour moi, une prière, c'est pas religieux, enfin, c'est pas comme ça que je le vois. C'est juste, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce monde? Là où les lettres d'amour étaient plus personnelles et donc individuelles, individualistes aussi, bah, la prière universelle, pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce monde et dans ce nouveau monde qu'on a la capacité de créer. Juste, l'humain croit qu'il a pas la capacité de créer parce que il veut se placer comme: «Je vais changer le monde». Mais si tu te dis: «Je vais changer le monde», il y a rien qui va changer, tu vois? C'est trop lourd, il y a des systèmes complètement occultes qu'on ne maîtrise pas. Par contre, tu peux changer ton écosystème autour de toi et moi, je me dis, j'ai aucune, envie de changer le monde d'ailleurs, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, mais j'ai envie de l'impacter et l'impact qu'on peut avoir, c'est déjà, à notre niveau et donc ces prières, bah, là, je sais pas combien, je crois qu'il y a 25 personnes qui m'ont dit oui, donc j'attends à minima 25 prières et ça va être une Mmh. forme de chaîne et puis ensuite je vais concocter ça de manière digitale pour que chaque personne puisse se connecter à cette vibration-là.
D'où te vient cette créativité et inspiration? Je sais pas. Quand j'étais petite, je sais que je disais toujours: je m'ennuie» et j'avais des parents qui disaient, «Bah, trouve de quoi t'occuper», tu vois? Puis à l'époque, il y avait pas d'internet, il y avait pas tout ça et j'avoue que j'ai toujours trouvé, par exemple, on avait des sortes d'encyclopédies, puis avec ma petite sœur, on s'amusait à dessiner les animaux et on faisait comme des exposés qu'on transmettait à nos parents. On pouvait observer les fourmis pendant des heures, juste pour observer comment elles fonctionnaient. Enfin, j'ai toujours fait des petites choses comme ça. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite aussi. Je me dis que tous les enfants dessinent, mais mes parents s'en souviennent encore de mes papillons, donc je me dis: «Bon, j'ai dû les peut-être les pas les stresser, mais les marquer, je sais pas, ou les terroriser. Enfin, notre fille va devenir, papilloniste». Mais je sais pas d'où ça vient. En tout cas, j'écoute beaucoup ce que je ressens et l'élan de ma créativité. Donc quand j'en ai pas, je suis OK avec le fait de pas en avoir. Je suis OK avec le fait de pas toucher un seul mot, de pas écrire, de pas poster, de pas dessiner, de rien faire. Parce que je sais que ça va revenir. J'ai cette foi que ça va revenir, que c'est juste cyclique. On est cyclique, comme la nature est cyclique, comme nos cycles féminins, enfin tout est cyclique. Et ben, quand elle arrive, par contre, je la freine pas. Et je me dis pas: «Oh Fanny, c'est un projet de plus là, qu'est-ce que tu es en train de faire?» C'est ce que les gens peuvent me renvoyer de temps en temps, tu vois? Ils peuvent se dire, «Mais Fanny, tu pas fatiguée de tes projets?» Je dis: «Mais en fait, Mmh. ça me nourrit. Si j'arrête mes projets, je meurs en fait». Je trouve ça chiant, je parle crûment, mais je trouve ça vraiment chiant et je me vois pas. Si tu me dis: «Fanny, je fige tout et toute ta vie, tu fais exactement ce que tu fais, tu rajoutes pas un projet de plus et tu fais ça toute ta vie, ah mais j'arrête tout de suite. Je vais apprendre un nouveau métier parce que j'ai pas envie de faire toujours la même chose, voilà. Oui, sinon ça va laisser place à l'ennui. Bah, Et c'est ce qui ça. pourrait être, vécu comme de l'éparpillement, de dire: «Ah bah, tu t'éparpilles dans tes projets», finalement, toi, c'est ce qui, bah, te nourrit et te fait avancer et te donne, du carburant Ouais, pour continuer, ouais. Non, mais j'ai exact. réalisé que tu avais notamment 3 profils sur Instagram. Ah, j'en ai beaucoup plus, hein. Oh ma pauvre, Ah j'en ai bah beaucoup plus, voilà. Non, mais c'est vrai. et j'avoue que rien que enfin, j'ai ouais, moi, j'en ai peut-être vu 3 et je me suis dit: «Mais incroyable!» parce que tu les animes tous les 3 en permanence et je me suis dit: «Mais elle est incroyable, quoi!» avec des formats complètement différents, des réels, des vidéos, on t'entend parler, il y a des montages photos, enfin, donc tu assez incroyable et tu pas de community manager, c'est toi qui réalises absolument tout ce qu'on voit sur les réseaux. Oui, plus tout Oui, le reste à côté parce on n'a pas encore tout abordé, mais ouais, tu es juste incroyable. merci. Et donc il y en a plus que 3. Ouais, il y en a plus parce que j'ai mon compte perso, parce que j'en ai créé un pour le podcast en me disant: «Ah, ce serait quand même bien». J'ai celui pour mon art, j'ai celui pour mon massage, j'ai Fanny Ricard, donc j'ai le podcast, j'ai mon compte perso. J'en avais créé un avec un pote et puis, je pense que j'en ai 6 ou 7, hein. Je suis une catastrophe sur ça. Bah non, si tu arrives à les gérer les 6 ou les 7 en même temps et à les Bah, ils faire sont vivre et pas ouais, j'anime quand même, enfin, le principal, Fanny Ricard, parce que c'est celui qui me permet d'être, bah, tu sais, je te parlais d'un soleil avec des rayons. Bah, mmh, je me dis: «Ça, c'est comme mon soleil, c'est qui je suis» et globalement, il y a aussi, pas mal de persos que je partage quand je pense que c'est utile. Je raconte pas ma vie pour raconter ma vie, ça m'intéresse pas et ce qui doit être privé, d'ailleurs, reste privé. Je m'autorise complètement à avoir une vie complètement privée, mais tout ce que je vis dans le perso qui peut avoir, soit je peux en retirer un enseignement, une sagesse ou peu importe, juste faire du bien aux gens, je l'exploite. C'est vraiment, ça c'est le concept depuis des années et c'est de se dire, je m'épanche pas en mode, enfin j'ai pas besoin de l'aide des gens. Quand je vais pas bien, c'est pas là que je vais poster, mais je vais traverser ce qui me convient pas et je me dis que je le traverse pas que pour moi, c'est pas possible. Je le traverse parce que je peux le partager. Et le partager, bah, si ça aide même, 2 personnes, 3 personnes, bah, tant mieux en fait. tu parlais de ton podcast. Alors, si tu organises énormément d'événements pour les femmes, tu as créé un podcast exclusivement pour les hommes où tu leur donnes Ouais, la parole. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce concept-là? Donc tu as appelé ça, «Conversation au cœur des hommes». tout à fait. C'est quoi l'intention de ton podcast? Alors l'intention, c'était en tout premier et c'est pour ça que chaque mot du titre du podcast est important pour moi, c'est que ce soit des conversations et pas des interviews. Je refusais de me dire que j'allais mettre en lumière des personnes, des hommes,
et qu'on n'allait pas pouvoir partager et échanger. Parce que sinon, on reste encore dans une posture de piédestal, dans une posture de la lumière est tournée vers l'autre. Et pour moi, c'est pas comme ça. Parce que dans les relations, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le terme conversation était hyper important au cœur, parce que tout ce que je fais, je pense que tu l'as de toute façon saisi avant, mais tu le comprends encore mieux. Tout ce que je fais est au cœur, donc dans la profondeur. Il y a pas de blabla, sinon profondément ça m'ennuie. Et puis des hommes parce que, parce qu'en fait j'ai eu cette vision, c'était assez bizarre, mais j'ai eu la vision en 2022, dans une méditation où je me voyais avoir cet impact chez les hommes. Et pourquoi j'ai eu cette vision-là? Parce que j'ai toujours été entourée d'hommes et souvent entourée d'hommes avec une forte aura. Des sportifs professionnels, des dirigeants, des artistes. Très facilement, j'étais en contact de ces personnes-là, de ces hommes. Je n'en avais pas peur, je me sentais pas moins, je me sentais parfaitement à l'aise. Et c'est pas forcément le cas pour avoir accompagné beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus intimidées quand il y a des hommes, qui se sentent tout de suite un peu moins, qui se sentent jugées, regardées, observées. Moi, j'avais pas ça. Et donc, je me disais, t'as ce don, Fanny, de parler aux hommes, d'être écoutée. Et donc, tu as ce pouvoir de venir semer des graines. Si toi, tu le fais pas, je dis pas qu'il y a, il y a pas du tout que moi, hein, mais si toi, tu le fais pas, c'est comme si tu venais fermer une partie de ce que tu peux faire. Et donc, de cette vision que j'ai longtemps, rejetée, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui avait très peur du regard, de dire: «Mais tu t'es pris pour qui? Tu es une femme, tu vas interviewer, écouter, discuter qu'avec des hommes, qu'est-ce qu'on va dire de toi?» Tu vois? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? On va croire tu sais, c'est genre, en fait, ce truc, ça c'est bizarre, une femme qui fait ça et tout. Et donc j'ai rejeté longtemps jusqu'à ce que j'intègre pleinement que, en fait, j'ai envie de le faire, tout simplement. Je pense que ça me fait du bien, en premier à moi. Et donc ça, c'était le premier volet. Et le deuxième volet, c'est, et je le dis et je l'ai même expliqué, je pense, ça doit être le premier épisode, avant même le premier épisode avec un invité, où je suis revenue sur mais pourquoi je faisais ça? Et en fait, moi, je viens guérir ma relation au masculin. Je viens, ça me fait du bien de les entendre parler comme ça. Ça me donne foi que ça existe, que c'est possible, qu'on peut créer ces espaces où, eux-mêmes, parfois, n'ont même pas accès. C'est-à-dire qu'eux, ils sortent, ils disent: «Je te dois combien?» Enfin, limite, tu vois, c'est une séance de thérapie, mais en mode, on se parle et puis tranquille, mais on vient ouvrir et ouais, ouvrir des mondes et ouvrir des possibles où je me dis: «Putain, génial!» S'ils sont en couple, leur partenaire, derrière, elle en bénéficie. S'ils ont des enfants, leurs enfants en bénéficient. Leurs collègues, leurs salariés, enfin, peu importe, leurs amis, ils bénéficient de ça. Et c'était vu qu'en accompagnement, j'ai quand même 80-90% de femmes. En massage, j'ai un peu plus d'hommes quand même que ça. J'ai peut-être 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais je me suis dit: «Comment est-ce que je peux faire pour semer des graines dans le cœur des hommes, sans leur dire: "Venez vous faire accompagner", même si je suis en train de leur dire: "Faites-vous accompagner", clairement, parce que j'arrête pas de le dire». Et en fait, j'ai trouvé ce biais-là, qui est un peu détourné. Et j'en discutais avec mon dernier invité, là, l'épisode sortira début 2025, mais où il me disait, on a besoin de femmes aussi pour, nous ouvrir la voie, pour nous éduquer. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont dit: «C'est pas mon rôle, j'ai pas à faire ça, c'est à vous de le faire». Et je peux comprendre, ça, c'est de la colère. Mais moi, je suis plus en colère. Je suis OK, en fait, de faire cette part-là, parce que si cette part-là, elle me permet d'avoir des relations saines et équilibrées, de donner naissance à des enfants qui sont, équilibrés et qui ont une connexion émotionnelle, c'est incroyable. Et puis la dernière des choses, moi j'ai été élevée par un papa comme beaucoup dans cette génération, complètement déconnecté de ses émotions. Et ça crée des dégâts derrière. Et et je me dis: je le fais pour tous les papas en fait. Les papas, les futurs papas et puis les enfants qui ont eu des papas comme ça. Et on peut changer, on peut décider, c'est un choix quoi, c'est une décision. Est-ce que ça crée des déclics chez ceux que tu interviews? Mmh. Enfin, ou quelle incidence, peut-être des déclics, quelle incidence est-ce que ça a pour eux? Alors j'ai C'est quand pas même toujours les pas retours quoi, mais ouais, ouais. donc ce sont pas quand même des conversations anodines non Non. plus. Vous parlez pas des derniers résultats, du match de foot ou Non! du classement, de la Ligue 1 ou de enfin voilà, c'est il Ouais. y a quand même de l'intime.
Bah, en fait, après, justement, ça se passe dans leur intime. Donc, parfois, j'ai accès, c'est-à-dire que naturellement, ils vont avoir envie de me partager certaines choses après l'épisode. Parfois, j'y ai pas accès et c'est OK. J'accepte de pas savoir quel est l'impact direct, mais je sais qu'il y a un impact qui est indirect et je sais que, par exemple, dans ces moments d'ouverture de cœur, il y a certains de ces hommes vont avoir envie d'aborder certains sujets avec leur compagne, par exemple, ou vont se dire: «Putain, j'avais pas vu ça comme ça» et vont repenser la relation à leur père, à leur mère, à leur masculinité ou qu'est-ce qui f enfin, comment est-ce que j'exprime d'habitude mes émotions? Ou comment est-ce que je pensais que je les exprimais pas, mais en fait, j'avais trouvé un biais, heu, comment dire? Un peu, comme un chemin de traverse, quoi, sur le côté pour, exprimer ces émotions. Mais tu vois, il y a comme de la conscientisation. Et il y a un truc que j'adore avec les hommes, c'est que quand c'est juste, quand ça touche directement, il y a quelque chose qui est très rapide chez eux sur la mise en œuvre. Vu que l'homme dans son énergie masculine passe rapidement à l'action, un homme qui est touché en plein cœur et qui a un eureka, il y a énormément d'actions qui découlent de ça. Ça peut être des restructurations, ça peut être des décisions, mais très, très concrètes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a une dynamique derrière. Comment est-ce que tu choisis tes hommes? Je l'ai choisi à l'intuition. Certains, je les connais, mais plein de fois, je les connais pas. Des fois, je connais même pas leur prénom. Tu vois? Genre, c'est un pseudo Insta, puis je me dis: «Mais au fait, tu t'appelles comment?» C'est vraiment ça, genre, ça veut vraiment être ça. Parfois, c'est à un dîner, d'un coup, je rencontre un pote de pote et puis je sais pas, je me dis: «Il faut que je lui parle». Mais en vrai, moi, si je m'écoutais, je parlerais à 100 des hommes. Mais je crois que je parlerais même à 100 des humains, tu vois? Hem, mais je choisis sur, tu vois, c'est marrant parce que 2 ans auparavant, je m'étais dit: «OK, ce podcast, il faut que je prenne des personnes qui ont une notoriété et puis je vais aller leur parler comme je leur parle là maintenant à tous mes invités et ça permettra au monde de voir leur vrai visage, en fait, de venir, explorer un peu leur intime» et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'intéressait. En fait, c'est pas leur niveau de notoriété ou quoi, c'est leur, c'est comme si leur âme m'appelait. Parce qu'il y en a que j'ai contactés et qui au début m'ont dit: «Ah je sais pas, machin truc» et en fait, c'était, c'était juste que leur conscient ne voulait pas parler, mais leur âme avait envie de parler et moi je parle au cœur donc je parle à l'âme, tu vois? Donc finalement, je vais avoir des invités qui vont être, assez connus dans leur milieu et des invités complètement lambda et anonymes comme toi et moi, tu vois? Et ça, c'est chouette et ce mélange d'origine sociale, ethnique, religieuse, d'âge, le plus jeune a 13 ans, le plus âgé a 81 ans, d'orientation sexuelle, enfin, en fait, il y a de tout et je trouve ça incroyable, pour moi, cette diversité qui est comme je vois mon monde, tu vois? J'ai un monde très divers, heu, en moi d'ailleurs, déjà et à l'extérieur de moi et je pense que c'est le reflet aussi de qui je suis, quoi. J'ai l'impression, alors peut-être qu'encore une fois, j'ai des biais cognitifs, mais qu'à partir du moment où on leur donne la possibilité de s'exprimer, où ils ont un espace qui leur est dédié, ils se saisissent de ça pour parler d'eux intimement. Je pense à Loïc. Ouais. Effectivement, on donne aussi la parole aux hommes. Je pense à Clarisse Magnécou, qui a créé un podcast, alors qui est coach, qui accompagne aussi les femmes entrepreneurs, et cetera, qui, j'allais dire milite, c'est peut-être un peu fort pour l'égalité homme-femme, mais qui a créé un podcast, Clarisse donne la parole au papa, qui questionne la paternité, la place du père, et cetera et là aussi, c'est très émouvant, en fait, quand tu les écoutes et moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses, en écoutant Louis, en écoutant Clarisse, enfin, de ce que disent ces hommes, en fait, à qui, on donne de l'espace Ouais. et parfois, ils viennent, dévoiler des choses très intimes et des fois, ça prête à sourire. Je me souviens, un papa qu'elle interviewé qui avoue, en fait, que oui, il entend son petit pleurer la nuit. En fait, il attend que sa femme se lève et j'ai trouvé, tu vois, c'est très anecdotique, mais là, il a osé le dire, tu vois? Oui, c'est ça, c'est Et en fait, ouais, cette sensation qu'en fait, à partir du moment alors peut-être pas tous, bien évidemment, mais on leur donne la possibilité de, ben, ils vont explorer et puis ils vont se livrer et puis ils vont nous apprendre. Moi, j'ai eu la sensation, ce que j'avais dit à Loïc, comment je lui avais dit? Qu'il m'aidait à me réconcilier avec les hommes parce mmh, qu'il m'aidait aussi à les comprendre, en fait. tout à fait et moi, j'ai Ouais. beaucoup de retours de femmes en ce sens
et je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que quand tu lances ton podcast, tu ton idée que tu te fais de par qui ça va être écouté et puis voilà. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de femmes qui écoutent, tu vois? Je m'étais dit: «Bah non, mais je le fais pour que les hommes, entre eux, puissent s'écouter, puis comme ça leur ouvre le champ des possibles et puis s'ils ont envie aussi de se montrer vulnérables et d'exprimer leurs émotions, de partager des choses un petit peu, ouais, intimes et tout, bah, ils le feront». Mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça vienne réconcilier, en effet, les femmes. Il y en a plein qui m'ont dit: «Mais merci de faire ça, quoi». Parce que plus on les écoute et plus ça vient nourrir ce parce que si c'est un de temps en temps, il y a toujours ce truc de: «Ouais, mais c'est lui, tu vois, il est comme ça». Mais là, j'en suis à 48 publiés et j'en ai 56 enregistrés. Donc ça commence à faire beaucoup d'hommes, tu vois? Ça commence à faire, un certain nombre de personnes et je me dis: OK, ça peut pas on peut plus dire que c'est juste un et on peut pas juste se dire: «Ouais, mais c'est parce qu'il est homosexuel». Bah non, parce qu'en fait, tu regardes mes invités, c'est pas le cas, tu vois? Pour la majeure partie. «Ouais, mais c'est parce que je sais pas quoi, il a été élevé que par sa mère». Bah non, je te montre le contre-exemple et ça vient créer ce truc de et je suis d'accord avec toi, c'est que quand on crée un espace, il faut être en face capable de le créer, un espace qui soit safe, alors on peut se sécuriser dans la parole et se montrer vulnérable et moi je dis toujours que c'est la personne moi c'est mon intention de créer le podcast donc mon intention c'est aussi de me montrer vulnérable et c'est aussi de partager des choses en miroir. Le fait de m'autoriser à faire ça, ça leur donne une forme de permission et de se dire: «Bah ouais en fait, tout le monde y gagne de faire ça», tu vois? On se connecte vraiment et on veut tous la même chose, hommes et femmes. Qu'est-ce que tu as appris de tes conversations? Ah! J'ai appris que, ouais, un truc très concret. Un homme, si tu ne relances pas et que tu le laisses parler, c'est là que tu as la réponse ou l'élément le plus intime. Parce qu'ils vont souvent aller droit au but, donc ils vont répondre, direct. Mais si tu laisses un espace, si tu laisses un blanc et que tu relances pas sur autre chose, bah, là, tu vas avoir comme une sorte de vraie réponse, comme quelque chose qui est, ouais, je te dis plus intime, plus, en velours, derrière et du coup, j'ai envie de le donner ça comme type pour l'intime, le personnel, pas dans le podcast, mais dans vos relations. Laissez à l'homme la possibilité d'atteindre ce niveau-là. Ils y sont tellement pas connectés que la première réponse, ça va être une réponse du tac au tac et ça va être une réponse de tête et en général, ils vont dire que: «Bah, c'est bon, j'ai répondu». Mais si tu leur laisses l'espace et qu'ils sentent qu'ils sont vraiment écoutés, bah, je pense que derrière, tu ouvres une petite porte sur quelque chose qui est très grand et qui est très beau. Et c'est là qu'on vient créer de la connexion émotionnelle. Donc, en tant que femme, on veut de la connexion émotionnelle, mais on la demande peut-être pas toujours de la bonne manière. Et on attendrait que ça vienne d'une forme et pas d'une autre. Mais l'homme aussi, il a besoin de la connexion émotionnelle. Il faut aussi accueillir le fait qu'il en ait besoin et pas forcément se dire: «Non mais vas-y, eux, ils sont pas connectés à leurs émotions». En fait, on ne sert personne en disant ça et c'est se dire: «OK, en fait, ils ont leurs émotions, peut-être on leur a pas montré, peut-être qu'ils ont besoin de temps» et d'être, dans une forme de compassion. Moi, je parle toujours de ce mot. Le podcast m'apporte ça énormément, la compassion, parce que je me dis, bah, j'aimerais pas forcément, longtemps j'ai voulu être dans le corps d'un homme. J'aurais voulu savoir ce que c'était d'être un homme et tout. Bah, en fait, je suis tellement heureuse d'être une femme et je me dis que je les sens tellement étriqués dans plein de choses, tu sais? Comme si c'était étroit pour eux, alors qu'ils sont tellement plus, que j'ai de la compassion et que du coup, cet espace de compassion, il ouvre sur, bah, montre-moi ton monde, en fait et viens, on se connecte là, c'est beaucoup mieux. Quelle est ta raison d'être aujourd'hui? Moi, ma raison d'être, elle a pas changé depuis que je l'ai écrite en 2018. C'est ma raison d'être, c'est d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement pour qu'elle voie sa valeur. C'est ça ma raison d'être. Donc le mot «inspirer», enfin le verbe, c'est parce que c'est ce qu'on m'a tellement dit quand je demandais: «Mais comment tu me définirais?» on me disait tout le temps: «Bah, tu inspirante». Je dis: «Mais je fais quoi pour t'inspirer?» «Bah, tu fais des choses». Tu réalises tes rêves. Tu vas là où peut-être ça fait peur. Tu oses et c'est ça inspirer dans la définition de moi ce que je veux dire donc
C'est pas pour rien que ce monde créatif, il est développé. C'est que c'est en lien avec ma raison d'être. C'est une inspiration comme si je respirais. Si je n'inspire plus, bah, j'inspire plus d'air, donc je meurs. Tu vois? C'est en ce sens-là la mort, hein. C'est pas une mort physique pour moi. Mmh. C'est une mort, de l'âme, tu vois? Et puis, l'humanité parce que je veux pas connecter que les femmes, en fait. Moi, c'est vraiment, l'humanité dans sa globalité, les êtres humains, quoi. Indépendamment de leur sexe, tu vois? Et puis, voir sa valeur, ça, c'est un vrai challenge. Et puis s'aimer inconditionnellement, ça veut dire rassembler toutes les facettes de son être. C'est accepter et puis après aimer, bah, que ouais, je suis pas madame parfaite ou alors si je l'ai été un moment, bah, j'ai plus envie de l'être. Mmh. Et du coup, plus j'aime mes imperfections, bah, plus ça me permet de voir ma valeur. Donc c'est connecté, tu vois? C'est vraiment ça. Et pour moi, une raison d'être, tu te l'appliques à toi en premier. Et puis c'est parce que tu te l'appliques à toi que tu viens le transmettre par tout ce que tu es et ce que tu fais. Mais en vrai, je pourrais nourrir cette raison d'être en étant, fleuriste ou, en bossant dans un bureau. Parce que finalement, juste par mon comportement, ma vibration, mon sourire, ce que je vais apporter aux autres, un petit mot gentil, quelque chose comme ça, bah, je serais déjà en train de la nourrir. Et j'aimerais, ajouter ça, c'est que j'ai longtemps cru qu'on était obligé de vivre de sa raison d'être, c'est-à-dire le transformer en métier. Bah, c'est pas vrai parce que quand on fait ça, on vient se mettre une pression énorme. En fait, sa raison d'être, c'est avant tout, bah, ta raison d'exister. C'est pas ta raison d'être payé. Bien sûr que si tu vis dans ta raison d'être, naturellement, l'énergie va revenir à toi. Donc l'énergie, c'est de l'argent et donc naturellement, ça va revenir. Mais arrêtons de se mettre la pression à: «Je dois trouver ma mission de vie et je dois en vivre». En fait, vivez votre mission de vie. Cherchez pas à vivre de votre mission de vie. Vivez votre mission de vie. Ça peut être une activité bénévole, une activité de loisir. Ouais, Exactement. effectivement, pas forcément une activité professionnelle. Ouais. Il y a pas besoin de tout Mmh. lâcher, quoi. Il y a eu tellement une mouvance vers, le départ vers l'entrepreneuriat et beaucoup de retours en arrière avec des désastres. Beaucoup de solitude, beaucoup de Mmh. burn-out, beaucoup de en fait, une qualité de vie moindre qu'en salariat. Et donc, je suis pas en train de dire: «Revenez au salariat», je suis juste en train de dire: «Trouvez votre recette», quoi. Mmh. Et je suis d'accord avec toi, c'est le bénévolat pour ça est incroyable, développer des choses, essayer, rencontrer du monde, tester, il faut oser. Quelles sont tes valeurs? Mes valeurs, c'est la liberté. Je le mets toujours en premier, franchement, liberté. Hem, L'union et c'est drôle parce que je les ai souvent je me suis souvent dit: «Voilà, c'est antinomique quand même, la liberté et l'union, mais pas dans comment je vois les choses». La vérité. Donc pour moi, la vérité, c'est l'authenticité, mais j'aime ce mot, la vérité. Et puis, la valeur. C'est marrant, mais en fait, j'ai aussi la valeur en valeur. Mmh. Et donc dedans, je mets aussi parce que j'ai jamais eu honte de me dire que, bah, j'aimais faire de l'argent, que c'était important pour moi, tu vois? Et donc la valeur, c'est bien sûr, ce que je vaux, l'intérieur de moi et cetera, mais c'est aussi ce que je vaux et donc ce qui me revient, tu vois? Parce que ça vient nourrir ma liberté, tout simplement. C'est pas Mmh. parce que, j'aime l'argent pour l'argent, c'est que j'aime l'argent pour ce qu'il me permet de faire et d'être. Ça nourrit tes projets? Exactement, Mmh. exact. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Fanny? Ah, la petite Fanny de quel âge? Celle auquel tu penses? Ton Allez, enfant on va dire intérieur, à une ouais. petite Fanny, je sais pas. Bah, tu vois l'âge qui m'est venu et pourtant c'est pas un âge que j'utilise souvent comme exemple, mais c'est 8 ans et je sais pas pourquoi. Donc on va se connecter sur 8 ans. À la petite Fanny de 8 ans, je lui dirais que, elle a pas besoin en fait de tout faire à la perfection. Parce que chercher à tout faire à la perfection, dans sa définition en plus personnelle de la perfection, c'est passer à côté de sa vie, c'est passer à côté d'expériences et de rencontres, et c'est ouvrir une grande porte à la frustration. Parce que on ne fait pas les choses à la perfection pour rien. On fait les choses à la perfection parce qu'on veut quelque chose derrière. Moi, derrière, c'était je voulais être aimée, je voulais être reconnue, je voulais être incluse, intégrée, tu vois? Valorisée, tu vois, la valeur. Et oui, je l'ai été, mais en prenant tellement de détours alors que je pense que j'aurais pu être aussi aimée en faisant des bêtises, en
en étant pas première de la classe, en trouant mon pantalon, bah, c'est pas grave en fait, j'ai sauté puis je me suis foirée, bah, c'est pas grave. Tu sais, en étant des fois, j'ai envie d'ébouriffer ma coiffure de petite fille de 8 ans, de me salir un peu et puis de me dire, bah, et si tu testais de pas être cette version de toi parfaite? Je pense que tu gagnerais de la vie, tu gagnerais du temps, tu, gagnerais, en nœuds au cerveau parce que, bah, voilà, je pouvais me mettre dans des états émotionnels énormes parce que je me mettais une forte pression et depuis la primaire. Donc je me dis: «C'est beaucoup quand même de se pressionner dès la primaire, quoi». Hem, donc ouais, c'est ça que je dirais. Cherche pas à être parfaite parce que tu seras aimée de toute façon telle que tu es. Quel message est-ce que tu souhaitais nous transmettre aujourd'hui? Je crois qu'en fait, le message qui a résonné très fort en moi quand je l'ai partagé et que je vais repartager, mais c'est ce truc de vivez votre mission de vie. J'ai vraiment envie de le redire. Je sens que c'est important, je sens que c'est la clé aussi viens, on se lâche la grappe, en fait. C'est génial, et je suis la première, j'ai investi plus de 30 000 € sur moi, donc je sais ce que c'est d'investir sur soi. Je sais ce que c'est de d'ouvrir des voies, mais il y a ce truc-là qui tambourine en moi on a choisi cette incarnation terrestre pour vivre et pour vivre des expériences et même si on croit qu'on l'a pas choisi parce qu'on a du mal à s'incarner, en vrai, on l'a quand même choisi, tu vois? Et viens, en fait, on se connecte à la vie, quoi. Viens, on se connecte à ce qu'on ressent, même si des fois ça fait mal et c'est triste et bah, ça peut être aussi méga joyeux et puis méga léger et puis, bah, je sais pas, la vie, ça peut s'arrêter demain aussi donc posez-vous la question. Moi, je me la pose très souvent, quasiment tous les jours. Genre: «Est-ce que si je pars aujourd'hui» ça fait bizarre de dire ça, hein, mais est-ce que si je pars Mmh. aujourd'hui, est-ce que je me sens, satisfaite? Est-ce que j'ai eu la sensation d'avoir fait tout ce que je pouvais faire en mon pouvoir? Et j'essaye de regarder. Souvent la réponse, franchement, à 90 du temps, la réponse c'est «oui», quoi, tu vois? Je suis vraiment en paix. Puis les moments où il y a 10 bah, c'est peut-être, la partie moins insatisfaite ou celle qui est peut-être un peu moins dans la gratitude de ce qui est. Mais, juste dites-vous que vous faites de votre mieux à chaque fois et que le but de la vie, c'est de la vivre, en fait. C'est pas de la vivre parfaitement. Donc c'est un mix de tout ça, je dirais. Je donne la parole aux acteurs du nouveau monde. C'est quoi pour toi le nouveau monde, Fanny? Le nouveau monde pour moi, alors, je sais pas si je peux le dire au présent ou si je peux le dire au conditionnel, tu vois? Mais je vais parler au conditionnel parce que j'ai la sensation que c'est pas encore tout à fait là. Mais le nouveau monde pour moi, ce serait un monde dans lequel chaque humain prend sa responsabilité. J'ai vraiment un truc avec la notion de responsabilité parce que je crois vraiment que tout part de soi et que si chacun se remettait dans la responsabilité de ses actes, de ses énergies, de ses mots, bah, je pense qu'on n'en serait pas là, en fait, tu vois? Moi, je fais pas partie de ceux qui sont stressés pour la Terre, pour la planète, parce que je m'en remets à plus grand et je crois que c'est juste que l'humain a peur de mourir, mais que la planète, et la Terre, t'inquiète pas qu'elle a pas besoin de nous, en fait, hein. C'est peut-être elle qui est en train de nous évincer, tout simplement, tu vois? Vraiment, des fois, je me dis: «On est tellement des fois des pourritures, quoi, que à la fois j'adore l'humain et à la fois je suis capable de Mmh. voir toutes ses tares et toute sa cruauté et je me dis: «Bah, j'ai plutôt de la peine pour l'humain, tu vois, de se dire, on vit dans un monde qui pourrait être incroyable et on choisit soit de se déresponsabiliser, soit parfois de mettre son pouvoir créateur à détruire les choses. Donc, pour moi, un nouveau monde, c'est un monde dans lequel, ouais, l'humain prend ses responsabilités, hem, dans lequel, il y a ce côté de c'est pas être, égoïste, c'est juste le plus tôt on sait ce pourquoi on est fait, le plus tôt on est conscient de notre unicité et le plus tôt on peut le mettre à profit. Tu vois, il y a aucune mission de vie qui soit connectée que à soi. C'est pas possible. C'est jamais individuel, une mission de vie. Une mission de vie, c'est pour soi, pour les autres et la planète. Et donc, si jamais vous avez une mission de vie qui est juste pour vous et votre petite personne, c'est pas une mission de vie, c'est un ego trip. Donc, c'est vraiment ce truc de venez, on se connecte à qui on est vraiment. On vient découvrir le cadeau qui est à l'intérieur de nous. On le met au profit dans notre sphère intime, un peu plus grande. Et puis, si on croit à l'effet papillon, bah, on peut se dire que ça aura un impact sur le monde. Donc ouais, je crois que c'est ça le nouveau monde. Je crois beaucoup, bah, tu vois, ça fait 10 piges que je crée des communautés, donc je crois beaucoup au collectif, au pouvoir du collectif et à la communauté.
Mais pour ça, j'ai envie qu'il y ait des gens qui soient responsables parce que sinon, c'est juste encore une forme d'attentisme et il y en a beaucoup et surtout en France. Et puis, je crois, tu vois, moi, j'ai souvent dit la vérité et on me l'a beaucoup reproché parce que je savais pas comment le dire, donc je le disais, comme ça sortait. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, j'ai cette façon de m'exprimer parce que je sais ce que c'est de dire la vérité quand c'est pas le bon moment ou quand il y a pas les formes. Je sais ce que c'est de l'avoir tue, cette vérité, et c'est affreux. Et donc aujourd'hui, je me sens, tu vois, au milieu de ça. Et la vérité, c'est un super pouvoir. Ça gagne du temps pour tout le monde, mais ça fait un peu mal. Et du coup, c'est là aussi où j'ai envie de, ça rejoint, pardon, la responsabilité, mais c'est de se dire, essayer d'être le plus vrai possible, quoi, tu vois, le plus authentique avec soi-même et puis dans ses relations. Parce qu'au final, enfin pour moi, tout se joue au niveau des relations, quoi. Mmh. C'est souvent ça qui vient nous créer, les plus belles histoires et aussi les plus grands drames. C'est souvent dans le domaine relationnel, donc je me dis, essayons d'être le plus vrai, le plus authentique. On fait gagner du temps à soi et à l'autre et puis, voilà, si la relation doit se terminer, elle se termine. Il y a pas mort d'homme, c'est OK, tu vois? Si, oui, ton voisin, il t'a fait du mal, OK, comment est-ce que tu peux résoudre le truc de manière plus cool? Tu Vraiment, franchement, la vie, elle est trop courte, quoi. Donc essayons d'avoir des relations saines et équilibrées. Comment est-ce que tu contribues à ce nouveau monde que tu nous décris? Je pense avec, tout ce que je fais et tout ce que je partage et je crois que ça a toujours été un souhait de ma part de toute façon, c'est rare, je peux pas ne pas m'exprimer pendant longtemps donc il y a un moment où ça sort, tu sais, les mots sortent tout seuls, je peux pas, quoi. Si ça sort pas à l'oral, ça sort à l'écrit. Vraiment, je pense que j'ai à cœur, tu vois, de transmettre et de partager pour ceux déjà qui ont pas les moyens d'investir sur eux, mais tout ce que je transmets et qui arrive dans le cœur et la tête des gens, je me dis: «Rien qu'en faisant ça, je contribue à mon échelle à venir semer des graines» et je le fais pas en me disant: «Stratégie de viens, va me prendre un accompagnement». Surtout que je suis très, je suis pas douée là-dedans parce que j'ai pas cette stratégie-là justement. Donc les gens qui viennent en accompagnement avec moi, c'est parce que limite ils ont fouillé, ils ont trouvé et puis ils ont eu le courage de m'envoyer un DM et ensuite ils m'ont demandé si je faisais de l'accompagnement. Donc je me dis: «Ah ouais, c'est vraiment pas clair ce que je fais». Mais à la fois, ça me plaît. Ça me plaît parce que je crois que, j'accompagne que les gens qui sont très motivés à œuvrer aussi pour ce nouveau monde et d'ailleurs j'accompagne, je l'observe, hein, que des personnes qui vont faire des trucs énormes pour cette planète. Énormes. Que des lumières et je suis heureuse de les accompagner parce qu'en fait, c'est aussi ma contribution. Donc que ce soit gratuit ou payant ou comme je te disais, un sourire dans la rue, en fait, je pense que je contribue déjà à ce moment-là. Je fais toujours attention à ce que je dis, à comment je le dis, parce que c'est important. À la fois, je suis quelqu'un qui va dire la vérité et à la fois, c'est toujours plus sympathique de l'envelopper dans quelque chose qui est doux. Ouais, comme vas-y, c'est un bonbon, mais c'est un peu acidulé, tu vois? Ça va peut-être un peu piquer, mais quand même, c'est avec tout mon amour et c'est pour croître. Ah oui, je suis une ouf dans mes valeurs, bien entendu, l'élévation. C'est tellement en fait, c'est tellement, en moi que je l'oublie souvent. L'élévation, bien entendu. Voilà, pardon, je reviens en arrière, mais c'est pour élever. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ah, je crois que j'aurais aimé que tu me poses la question sur, comment est-ce que je vois les relations amoureuses? On va reprendre rendez-vous en 2025 C'est ça, parce que là, pour on part répondre sur à une la question. masterclass. Je prends note. On se Yes, reverra en 2025. avec joie, Même hein. si ton interview est diffusée en 2025, mais en début d'année. Est-ce Bien que sûr. tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur le portrait chinois? Non, juste te remercier. Te remercier pour, ton écoute et puis la qualité de tes questions. Merci à toi parce que tu as été interpellée par ce que je faisais. Tu m'as proposé ou suggéré de pouvoir y participer. Donc, j'étais aussi très touchée que tu me fasses cette proposition-là. Merci. Tu connais le portrait chinois? Mmh. Je connais le principe, ouais. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Je serais une raclette, hein. Ah! Et ça, j'aurais pu te dire ça en plein été, hein. Je précise. Si tu étais un livre, Je serais l'alchimiste de Paulo Coelho. si tu étais un dicton. Tout est possible. Alors c'est drôle parce que
je fais souvent la remarque, mais régulièrement, quel que soit, alors souvent c'est le plat qui revient, c'est souvent les mêmes plats, les mêmes livres, les dictons. Tu vois, hier j'ai fait un enregistrement avec Antoine et lui c'est tout. Il y en a un autre, c'est rien n'est impossible. Enfin, ça revient un Oui, petit à peu ton qui idée. peut-être s'en donne les moyens, ce genre de choses, enfin peut-être au Ah, oui, mais c'est vous êtes toujours hyper connectés sur ces questions-là, c'est étonnant. Même sur les fils conducteurs sur la notion de responsabilisation, et cetera. Ouais, c'est peut-être pas pour rien non plus que je vous connecte. Si tu étais un film je serais le 5e élément. et si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Ça, c'est dur pour moi parce que j'ai jamais trop, enfin, j'ai jamais trop été fan, ouais, de super-héros ou de stars. Donc ça me demande beaucoup de réflexion. Je te l'avais dit que j'avais pas lu les questions, hein. Est-ce que tu Parce pourrais que être tu vois, Lilou du 5e élément? je pourrais parce que tu vois, la réponse facile, mais là, c'est une réponse de tête, c'est je dis: «Ah bah, Wonder Woman» parce qu'en plus, c'était le nom de mon ancienne société avant que ça passe en Wonder Humanity. Mais ça, c'est une réponse de tête. Bah, en fait, j'en sais rien. Je crois que je l'inventerai et ça correspond bien à ma personnalité. Merci Fanny de ta participation Merci à toi, Katia. et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Fanny vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter. Alors, comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Bah, Instagram, ça reste ma plateforme de prédilection et LinkedIn où j'essaye d'être présente. Je le suis pas toujours autant que je voudrais et on me retrouve sur Fanny Ricard, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur Instagram. Donc je mettrai donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.